Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités, acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière qui vient à l'instant d'arriver nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat avec la fin de saison de la Ligue 1 et enfin nous recevrons Fabien Bernot, entraîneur du Colomiers Rugby. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Et bonsoir. Mehdi Guillaumeau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Albert Marie. Bonsoir Albert. Salut. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Oh là 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 là, la front. Oh la boulette. La boulette, il a dit salut. Il savait pas. Lui aussi il l'a dit. Oui, justement. C'est un peu la tradition. Il faut que je dise salut. Ouais, on finit par le salut de Maxime Brossard. Moi j'ai même pas fait gaffe. Personne n'a relevé. Moi non plus. Moi tout de suite. Ah ouais. Bonsoir Albert, on va l'expliquer aux auditeurs. Chroniqueur One Shot, vous êtes de Nantes, c'est ça Je suis parisien, supporter nantais. Voilà, il n'y en a pas beaucoup en France. Non mais à la base il est plutôt vers Nîmes. Là vous avez une sorte de cousinage un petit peu. C'est vrai? Ouais, je suis un bâtard avec un petit peu de sang breton aussi. Ils vont découvrir qu'ils sont cousins les deux. Papa, si tu nous écoutes. Bon, et vous êtes journaliste, vous êtes de la promo de Maxime et Lucas. Maxime Brossard, Lucas Serdic, JT 2014, voilà, école de journalisme de Toulouse. Comme ça, vous les connaissez un peu les gaillards, il y a du beau monde là. Je me méfie. Il y a de quoi. Ça n'a pas fait qu'écrire des articles, non? Ah non, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Et on a la chance, et pour tous les étudiants en journalisme qui nous écoutent à travers la France, et ils sont nombreux bien évidemment, nous avons 3 vainqueurs du tournoi de l'EJT, enfin du gros palmarès autour de cette table. Voilà, plus gros que le TF. Enfin, et voilà. C'est vrai, on peut le dire. Plus grand que le TFC si tu nous écoutes. Donc voilà, et bienvenue dans Sportez-vous bien pour une merci. émission One Shot. Vous passez dans le coin, Lucas a dit allez on y va. Ah mais c'est l'occasion qui fait le larron aussi, le TFC. Là qui arrive, voilà, c'est ça. On est obligé. Et on va en parler tout à l'heure. Lucas, comment ça va? Vous êtes arrivé très tôt, hein. C'est Kevin il se dit je fais une Serdic aujourd'hui. C'est ça, alors Kevin, n'importe quoi. Du coup, moi vu que j'étais là 2 heures avant, tu t'es dit je vais arriver. Moi je suis très inquiet pour Lucas. Pourquoi? En tant qu'ancien, je sais pas s'il va tenir la distance. D'habitude il arrive au dernier moment, donc ça. Il est frais, il tient jusqu'au bout. Là il est arrivé une demi-heure, 45 minutes avant. Est-ce qu'au bout d'un quart d'heure on va pas le perdre? C'est la question. J'ai pas Tout l'enjeu. Moi j'ai compris pourquoi en fait il vient pas avant. Parce que je l'ai vu jouer au ping-pong. Ah merde. Faut plus que vous venez en avance, Lucas. C'est plus possible. À sa chambre. Non mais Jean Sureda, j'ai le temps là. On va se faire une petite partie après. C'est vrai? Ah, oui, pas de soucis. oui. Il fait jour encore après l'émission. Oui, c'est vrai. Et vous allez voir. Si vous perdez en 4-7 de 11. Ah non mais 4-7. Non, on fait le vrai match. Le couvre-feu, Vous achetez un maillot de Sochaux. Non. Non. Bon, on va parler un peu de sport là. On y va? Oui, plutôt. On peut démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Aujourd'hui, je me tourne tout de suite vers vous, Maxime Brossard. Ouais. Cocorico, alors c'était sûr pour la Champions Cup, mais ça l'est pour le Challenge européen. Montpellier est champion d'Europe. Et oui. Et le Stade Toulousain a réussi à broder la 5e étoile sur son maillot. C'est un peu la Coupe d'Occitanie, comme je l'appelle maintenant, avec la victoire de Montpellier et puis le Stade Toulousain qui allait chercher une 5e étoile. Voilà, bon, c'est juste simplement pour saluer les performances des deux équipes et pour dire que le rugby français se porte à merveille après des années un peu compliquées, on va dire. Ça fait du bien de revoir un peu des formations françaises soulever le trophée. Avec 12 clubs qualifiés sur 14 en Coupe d'Europe, heureusement qu'il y en a qui a 14, même tous. 14, il y a tout le monde. Les autres pays, c'est pareil. Les autres pays, c'est pareil. Donc, ils appellent ça une Coupe d'Europe. Ah oui, il y a 5 pays. On est obligé. On est bien sûr content pour. On est moins nombreux qu'au foot. On est bien sûr pour le. Écoutez, Jean, je vous propose d'aller faire cette réflexion un joueur du Stade. Exactement, écoutez, en face, récemment ils ont fêté leur trophée chez Tonton, on peut arranger quelque chose. Écoutez Coraline, vous appelez du sautoir tout de suite, ou n'importe qui, on y va. Il nous faut juste un numéro quand même. Je vous le donne. Non, mais voilà. Ils ont eu chaud quand même, on va parler un petit peu du terrain, ils ont eu chaud, heureusement qu'il y a eu le carton rouge et... Voilà. Déjà, Montpellier a eu chaud, ils mettent un essai à la 60e minute, ils avaient été dominés par le jeu de Leicester qui vous a tant régalé. Genre, je sais que vous adorez les ballons portés, ils en ont fait toute la partie. On en a fait un ce matin.
hein. Ouais, ça fait un 2 maul, contre 1 sur un grand terrain de 15 contre 15, on a fait un maul. Ouais, c'est vrai, en obligé, plus, au bout d'un moment. ça fatigue. Hein. Et du coup, c'est vrai que vous avez bien couru. Bref. oui, donc pareil, un match aussi serré du côté du Stade Toulousain, mais bon, faut dire qu'il y a eu aussi quelques faits de jeu qui ont forcément précipité la victoire du Stade. Je pense au carton rouge de Botia, mais honnêtement, faut tirer le chapeau quand même à La Rochelle, hein, parce qu'à 14, faire une finale comme ça, c'est incroyable. C'est deux choses un peu différentes, parce que Montpellier était le challenger, Leicester a envoyé du jeu à l'appel en quart et en demi de challenge, et là ils les ont perturbés et ils ont envoyé, c'était que des molles. Voilà, il y a que des molles tous les matchs, donc ils ont fait un peu jouer Leicester. Et le Stade Toulousain, eux, c'est un peu différent, c'est un peu à l'arrache, ils étaient quand même grands favoris. Je pense que la sortie de Botia les a quand même beaucoup aidés. Oui. Et à 15 contre 15, le résultat aurait peut-être été un petit peu différent. Et juste bravo au Rochelais quand même pour la première finale de Coupe d'Europe. Mais ils l'ont aussi un peu gagné à l'expérience, c'est parce qu'ils étaient favoris. C'est-à-dire que le Stade Toulousain a choisi de faire un peu dans la gestion, alors que le Stade Rochelais, ils sont allés le mordant, comme on dit. Et c'est dans ce genre de moment-là aussi qu'on fait des erreurs défensives et qu'on fait des cartons rouges. Parce que s'ils n'avaient pas fait une défense aussi agressive, les Rochelais, clairement, le Stade Toulousain n'aurait pas été aussi en difficulté. Le buteur fait une énorme différence. qui fait un 100%. Évidemment. Je vais faire un peu de fiction, ça sent bon pour La Rochelle finalement pour le top 14, non? Est-ce que le stade va un peu se démobiliser? Tout dépend justement, est-ce que La Rochelle ça va leur mettre un coup de boost pour se dire on mérite de finir sur un titre, ou au contraire est-ce que ça va les dégonfler, ça va leur couper les jambes et ils vont se dire aucun des deux, parce que les autres ont gardé leur Bordeaux. Après moi je vois bien le Racing quand même pour le bouclier. L'UBB parce qu'ils avaient des absents quand même les derniers jours, là ils vont en récupérer. Et puis parce qu'ils ont Urios. Ils ont l'expérience avec Urios. De ces deux finalistes, je vois mal un vainqueur du bouclier. On en a parlé d'ailleurs, je pense quand on faisait le débat. On avait dit que le Stade Toulousain misait tout sur la Coupe d'Europe. Ils ont atteint leur objectif maintenant. Est-ce que peut-être ils vont jouer le fait de jouer libéré? Didier Lacroix l'a dit dans son interview dans la Dépêche du Midi. Que maintenant ils allaient mettre tout le paquet sur le championnat parce qu'ils n'ont plus que ça et qu'ils veulent vraiment ramener le Brennus. Mais ils vont le jouer, c'est sûr. Mais ils ont beaucoup d'absents. Ça ferait le doublé. Le dernier doublé, c'est le RCT, Toulon. le Rugby Club Toulon en 2015. Exactement. En 2015, et Toulon qui avait été triple champion d'Europe de suite, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient fini en beauté. C'est ça. Et le Stade Toulousain, le seul doublé qu'ils font, c'est en 96, la première année de la Coupe d'Europe où ils sont champions de France aussi. Donc pourquoi pas. Et il faut pas oublier qu'ils sont toujours champions de France en titre, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de top 14. Toujours. Ils sont champions d'Europe en titre et champions de France en titre. Encore pour quelques semaines. Faut pas l'oublier. Je me tourne vers vous, Lucas Serdic. Là, je vais prendre sur moi. Voilà. Contenez-vous. C'est moi qui gueule. Voilà. Après, c'est vous. Je vais me contenir. Je vais faire attention à mes propos. Je vais faire attention parce que le coup de gueule, c'est sur un Français, Aymeric Laporte, qui va jouer l'Euro. Fantastique. Un fragnol. Mais pour l'Espagne. Et oui. Aymeric Lapuerta. Ça, c'est honteux. Un ancien Français, du coup. Comme un ancien Français, du coup. Aymeric Lapuerta. Parce qu'il a changé son nom, effectivement, sur les réseaux sociaux. Peut-être pour faire une blague. Mais en tout cas. C'est pas bien, ça marche pas bien. Non, mais c'est pour gueuler de façon générale. Bon, Aymeric Laporte a l'opportunité de jouer avec l'Espagne, alors que clairement il a le niveau aussi pour tenter les Bleus, mais il a jamais le rendez-vous a toujours été manqué. Mais de manière générale sur ces binationaux, au bout d'un moment, il faudrait en fait qu'on instaure une sorte de date limite ou 18 ans. 18 ans, comme pour le civil, 18 ans, tu choisis A ou B, peu importe. Par exemple. Mais voilà, comme on voit, excusez-moi de vous couper, on voit Paul Georges je sais que ça vous tient à cœur. Mais ça va à l'encontre malheureusement tout simplement du droit international, et comme souvent on se heurte dans le football, on aimerait que ça soit un peu plus fermé au droit européen. Et voilà, ça fait partie du sport moderne. On peut toujours demander la double nationalité, même à 30 ans, 40 ans, ça ne change rien. Mais après, les sélections, la FIFA peut instaurer aussi quelque chose. Ils peuvent dire quelque chose. Albert. Je vous trouve un petit peu virulent en comparaison avec le rugby. Ah mais nous, il n'y a que ça. Alors, un mec joue pour l'équipe de France le samedi et pour l'Afrique du Sud le dimanche d'après. Ouais, c'est surtout, maintenant ça c'est un peu resserré. Avant on pouvait vous pouviez jouer pour les All Blacks à 7 par exemple et aller en équipe de France, mais maintenant c'est plus possible. Si du moment que vous faites une équipe c'est quand même autrement plus délirant que mais en fait maintenant ça c'est beaucoup restreint justement. C'est du moment que vous avez joué dans une sélection senior, n'importe laquelle, vous n'avez plus le droit d'être sélectionné. Après c'est très tardif, je pense à Scott Speeding notamment, le Sud-Africain qui avait été en équipe de France à 30 ans je crois. Après Aymeric Laporte rentre pas dans ce genre de cas, mais pour les binationaux souvent moi c'est quelque chose que je ne peux pas ressentir parce que je ne suis pas binational, mais surtout parfois tu peux te sentir un attachement envers tes racines et tu peux parfois te sentir plus, j'en sais rien moi, mais Laporte il est pas binational.
Non, mais il a fait sa formation. Il a fait sa formation. Ouais, sa formation à Bilbao. Hein, Moi, je peux comprendre par exemple qu'Antoine Griezmann et Léa Hernandez, par exemple, qui jouent pour l'équipe de France, parlent beaucoup mieux espagnol que français. Quelque part, ils sont presque plus espagnols que français. J'ai pas de problème avec le fait que Laporte, s'il a 18 ans, il avait dit je veux jouer pour l'Espagne. J'ai aucun problème avec ça, tu vois. Le truc, c'est qu'il se décide maintenant parce que l'opportunité est là. Si l'Espagne n'avait pas voulu de lui, finalement, il c'est serait pas vraiment par amour pour l'Espagne. T'as dit le mot opportunité, c'est strictement de l'opportunisme. Et c'est chiant pour c'est chiant pour des sélections, quoi. Moi, le club, on fait passer des sélections pour des clubs, quoi. Ça me saoule, quoi. Mais et l'autre truc, c'est qu'un binational, pas de problème. Le mec, il est franco-espagnol, il choisit soit la France, il est soit maintenant l'Espagne. parce qu'il a son passeport espagnol. Pas de problème. Mais le gars, il est né en France. Je vous rappelle qu'on perd l'Euro 2016 contre le Portugal avec 3 Français dans l'équipe du Portugal. Faut pas l'oublier. Sans parler du fait qu'en plus, il y a un passe-droit incroyable parce que normalement, obtenir la nationalité espagnole, ça se fait pas en un claquement de doigts. Oui, en plus, ça se joue en 3 jours. C'est la magie du foot. Ouais, ça c'est autre chose. Il y aura encore un coup de gueule sur le football. Ce sera avec vous, Albert Marie, sur le FC Nantes. Obligé d'en parler, un supporter de Nantes qui vient dans l'émission. Difficile, ouais. Exactement, et on en parlera dans le Zoom de la semaine avec Kevin. Mais je me tourne vers vous, Mehdi, parce que vous, c'est un coup de cœur. On va parler du coup de cœur quand même. C'est les playoffs qui ont commencé en NBA. Un coup de projecteur surtout, parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais il y a quand même les playoffs qui ont démarré. D'ailleurs, on a démarré par les play-in, pas par les playoffs, mais voilà, les playoffs ont démarré avant-hier, samedi. Toutes les équipes, toutes les confrontations ont déjà commencé. Il y a Philadelphie par exemple à l'Est qui affronte Washington. Philadelphie mène déjà 1-0. Il y a New York-Atlanta, peut-être la série la plus équilibrée, la plus indécise. Atlanta a gagné au buzzer au Madison Square Garden hier soir. Énorme le match. C'était assez sympa. Et puis avec le retour du public, ça on en parlera aussi, au moins moitié de salle, ça change tout en fait. Le domicile extérieur est de retour. En NBA, c'est très important pendant les playoffs. Brooklyn qui a battu Boston assez logiquement, et je pense que on va s'acheminer vers une victoire de Brooklyn assez simple. Milwaukee a battu très difficilement Miami, le poil à gratter Miami qui est encore là et qui a été finaliste NBA l'an dernier, on s'y attendait pas. Attention, et qui va à mon avis donner du fil à retordre à Milwaukee, même si je pense que ça passera au final pour Milwaukee. Et à l'ouest, donc le Utah Jazz qui a perdu étonnamment son premier match face à Memphis. Utah, c'est les leaders de la saison régulière à l'Est, et je crois aussi même NBA, toute conférence confondue, avec notamment Rudy Gobert. Voilà, Rudy Gobert qui risque d'être élu d'ailleurs meilleur défenseur de l'année pour la 3e fois. Très certainement le meilleur collectif de la ligue. Mais qui peine avec l'absence de Donovan Mitchell, notamment le meilleur joueur avec Rudy. Voilà, les Los Angeles Clippers, eux aussi surprise, qui se sont inclinés face au Dallas de Luka Magic Doncic, moi que j'adore, voilà, le joueur que j'adore. Los Angeles Clippers de Nicolas Batum quand même, qu'on retrouvera aussi au JO, donc faut citer les Français également. Demi-surprise, pas vraiment si on voit le classement de la saison régulière, Phoenix qui a battu Los Angeles, les Lakers qui sont normalement les grands favoris, mais avec Anthony Davis et LeBron James surtout en retour de blessure, c'est très compliqué, voire même le 3e meilleur joueur Dennis Schroeder qui est en retour de blessure. Les Suns ils sont bluffants quand même. Ouais, avec Chris Paul à la baguette, qui joue avec un bras en moins. Je pensais pas qu'il ferait de si grosses différences lui. Ouais. Et autre surprise, parce qu'il y a eu pas mal de surprises, c'est Portland qui a battu Denver lors de leur premier match, et assez largement, il y a eu plus de 25 points je crois d'écart. Donc voilà, les Denver Nuggets qui ont fait plutôt une bonne saison, mais qui ont malheureusement perdu leur 2e meilleur joueur Jamal Murray, qui est un des leaders de l'équipe, qui s'apprête à souffrir. Il va falloir cravacher pour Nikola Jokic et ses partenaires pour pouvoir passer, on va dire, la montagne Damian Lillard surtout. Voilà, il est jamais bon de jouer Damian Lillard en play-off. Jamais, c'est incroyable comment il s'était explosé l'année dernière. Il est bon dans les fins de match en plus, ça qui est Dame time. Ouais, puis bon, il garde un peu de jus au cours de la saison régulière pour ces rendez-vous là, c'est clair. Et juste, c'est très indécis. On ne sait pas qui c'est vraiment, honnêtement, avec la baisse de Los Angeles, honnêtement. Beaucoup d'indécision pour le titre. Je vais faire une grosse parenthèse, un parallèle, vous prenez ça comme vous voulez. Avec les finales, et on en avait parlé sur le groupe WhatsApp de Sportez-vous bien, il y a les finales de NBA qui arrivent quelques jours avant, même pas la veille des Jeux Olympiques. Ça se termine la veille. C'est ça. S'il y a match 7. À quel moment, à quel degré ça influence la team USA cet été, sachant qu'ils ont 4 équipes qui peuvent être et qui vont être champions olympiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le sélectionneur qui est Greg Popovich, donc c'est pas n'importe qui, c'est peut-être le plus grand entraîneur de tous les temps. Il est déjà en vacances en plus. Ouais, voilà, il a le temps de préparer un petit peu tout ça, puisque les Spurs ont été éliminés en play-in. Il a fait une liste très 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 élargie que je vous ai envoyée d'ailleurs, Maxime. C'était énorme. Le réservoir est incroyable, et à mon avis, si ça va au match 7, il y a très peu de chances que les finalistes NBA puissent enchaîner derrière avec les JO. Mais par contre, ceux qui ont été éliminés
Est-ce que ça commence direct ou pas, le tournoi de basket olympique? Même c'est sur les 3 semaines? Non, je pense pas. Mais même si ça commence que quelques jours après, avec le décalage et tout, ça semble peut-être compliqué. Je sais qu'il y a le foot qui commence 2 jours avant à chaque fois. Mais comment dire ça, on va dire qu'il y aura au moins les finalistes de conférence qui ont été éliminés. Et voilà, et dans tous les cas, il y aura une armada. Il y aura Stephen Curry par exemple sera là, c'est sûr. Et rien que ça, je vais poser la question où je vais me faire. Les Français, on ne sait pas. Hein. Parce que le Jazz, Gobert, il peut y être. Celui qui a le plus de chances peut-être de ne pas y aller, c'est TLC, Timothée Luwawu-Cabarrot, qui risque d'être qui est dans la liste et qui pourrait être important et qui joue à Brooklyn. Il y a quand même quelques Français qui sont susceptibles d'aller en finale NBA. Les joueurs de NBA préfèrent remporter la NBA ou les JO? Je pense que c'est totalement parce que je sais que les différent, championnats du monde ils laissent ça un peu en retrait. Les Américains, je parle que les Américains, mais je sais qu'ils sont attachés aux JO et à la NBA forcément. Un Américain, il va pas faire de choix, j'imagine. Là, s'il peut prendre la bague, il va prendre la bague. Mais un Américain, il est très partagé parce qu'il a de grandes chances d'aller gagner les JO. Par contre, tout autre pays, à mon avis, c'est gagner les JO parce que c'est tellement dur pour les autres pays de gagner les JO que surtout que c'est extraordinaire. La NBA, c'est tous les ans. Les Américains, aussi, il y a la rareté qui fait que. Après aussi, le côté américain, ils sont assez ethnocentrés. Quand ils gagnent leur compétition, comme la NBA, la NHL, le NFL, ils écrivent champion du monde de la NHL, champion du monde de la NBA. Ouais, c'est un peu ça aussi. Sur les titres, c'est assez rigolo, quoi. C'est vrai que pour les clubs, c'est ce qu'ils disent. Champion du monde de la MLB. J'avais pas compris, j'ai mis du temps à comprendre. Mais champion du monde, t'es pas les États-Unis, mais je sais pas. C'est la meilleure ligue du monde. Oui, forcément. C'est pour ça que Lille est champion du monde. Albert Marie, champion du monde des fermiers. Vous, c'est un coup de gueule où, justement, le FC Nantes, on va en parler tout à l'heure dans le Zoom de la semaine, va jouer sa place contre le Toulouse Football Club. Ce sera jeudi et dimanche, ça on en parle avec Kevin Carrère tout à l'heure. Mais vous, c'est un coup de gueule sur un de nos confrères de Canal+, et sur l'ambiance générale autour du FC Nantes. On peut le présenter comme ça. La façon dont il a traité une action des supporters qui s'est déroulée hier, je vous pose un peu les bases de l'histoire. Hier, en marge du match entre Nantes et Montpellier pour AD1 Journée de Ligue 1, il y a un millier de supporters nantais, principalement à l'initiative de la Brigade Loire, mais de tous les groupes de supporters en vrai, qui se sont réunis aux abords de la Beaujoire pour faire un enterrement symbolique du FC Kita. Donc ils avaient un cercueil sur le dos, marqué FC Kita dessus, parce qu'ils n'en peuvent plus de cette présidence. Et ils sont allés l'enterrer dans un petit champ. Kita est le président du FC Nantes, le propriétaire et le On en parlera. Exactement. Et il se trouve que ce monsieur, donc journaliste de Canal+, qui s'appelle Ludovic Duchesne, j'aimerais lui envoyer une petite crotte de nez personnalisée aujourd'hui, parce que lui qui commente régulièrement les matchs du FC Nantes, il s'est permis en fait de faire une distinction entre vrais et faux supporters, soi-disant les gens qui sont allés contester hier ne seraient pas des vrais supporters, les vrais supporters sont là uniquement pour supporter. Donc moi, je vous pose la question tout simplement. Ce qui est totalement faux. Hein. Voilà, est-ce qu'un supporter ne doit être qu'un supporter? Est-ce qu'il doit être réduit à son rang de consommateur? Ça, c'est un bon débat, ça, encore aussi. Acheter le billet, acheter le maillot, même quand il n'est pas d'accord avec la gestion de son club, continuer à chanter. Ou est-ce qu'il a le droit d'avoir une pensée politique et de se détacher de son club quand il ne se reconnaît plus, quoi? Il y a de tout, Albert, non? Je pense qu'il y a de tout. Il doit y avoir des consommateurs et il s'appuie là-dessus, notamment pour le merchandising, etc. Mais il faut aussi considérer, entre guillemets, les ultras et ceux qui vivent le foot autrement et qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans les coulisses de leur club. Les garants de la mémoire du club, hein. Les propriétaires passent, les présidents passent, mais les supporters restent. Exactement, et c'est ce que malheureusement certains propriétaires, et Kita, franchement, c'est très spécial parce qu'on a l'impression qu'il veut effacer toute l'histoire du club. Alors qu'elle est monstrueuse. Exactement, alors qu'il y a un passé extraordinaire, quoi. Il veut laisser sa trace et pour ça, il efface le passé. Il la laisse sa trace, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Ah oui, mais en mal. Et voilà, pas prêt de l'oublier, si. Ce qui me gêne, c'est que ça vient d'un mec qui bosse dans le foot depuis des années et qui a un avis comme ça caricatural sur le supporterisme. Oui, mais c'est le plus mauvais de Canal et ça, j'ai pas peur de le dire. On va continuer de parler du FC Nantes, on va passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine, et avant de parler du FC Nantes et du Toulouse Football Club, on va continuer à parler de Toulouse, mais du rugby. On en a parlé dans les coups de cœur, coups de gueule, mais c'était le Zoom de la semaine dernière, La Rochelle-Toulouse. Toulouse-La Rochelle, Coraline. Victoire de La Rochelle, 15-18. Mehdi. 18 partout, victoire. 18-18. Victoire en prolongation du Stade Toulousain. Et Vincent. 27-22. Ah voilà, moi je donne un 18-10. Romain. 21-17 pour Toulouse. Kevin. 27-18. Et Maxime. 23-15 pour Toulouse.
Score final 22-17 pour Toulouse et Romain a donné 21-17 pour Toulouse. Bon, hein. Fort. Vous avez frôlé une sureda, c'est-à-dire la perfection, Romain. Ah, j'étais vraiment pas loin. Mais félicitations, hein, c'est coup double. On a une pensée pour Mehdi et Coraline. Hein, Et bien donc là, j'ai une évidemment. question, Oui. Jean Sureda. Si quelqu'un avait dit 45-40, vu qu'il avait le bon l'écart, c'est lui qui gagnait. Vincent a le plus 5. Oui. Ah, Mais j'ai donné la victoire à Romain parce que là, pour un point, faut pas déconner. On était pas loin, ouais. d'accord. Pour un point, faut Oui, pas c'est déconner. Vincent a le bon écart. Ah, mais En d'accord. sachant que vous avez noté donc mon 18 Arbitrage à 18 géométrie pour rigoler, variable, mais que j'ai quoi. donné victoire du Stade 27-7 ou un truc comme ça. 27-12, je crois que j'avais donné. Ah, Ouais, mais voilà. Vous Mais faites bon, l'arbitrage, vous faites les règles, vous changez quand vous voulez. Ouais, c'est ça. Le zoom de la semaine avec vous, Kevin Carrière, obligé d'en parler. Toulouse FC Nantes, c'est le barrage aller-retour pour la Ligue 1, match aller jeudi, match retour dimanche chez nos confrères de Canal+, justement, et de beIN Sport. Ouais, donc le TFC retrouve Comboiré et le FC Nantes en barrage pour la Ligue 1. Le TFC qui s'est imposé 3-0 en finale des playoffs face à Grenoble. Un match plutôt bien maîtrisé des Toulousains qui ont rapidement pris les devants et qui après ont su tenir le score. Et le FC Nantes de son côté était bien remonté en Ligue 1 avec notamment 4 victoires d'affilée, une très bonne dynamique de groupe. Mais ils ont perdu hier soir face à Montpellier alors qu'un match nul les maintenant en Ligue 1. Donc le TFC reçoit Nantes en barrage. Et par contre, le stadium sera toujours vide jeudi. Mais Toulouse est très en forme à domicile. Ils n'ont plus perdu depuis novembre 2020 au stadium. Et c'était face à Valenciennes, un match perdu 4-5. Ah oui. Et depuis, c'est 13 victoires, 2 matchs nuls. Bon, par contre, à l'extérieur, c'est plus difficile pour le TFC qui se déplacera à Nantes, du coup, dimanche soir. Ouais. La dynamique est complètement inverse parce qu'en début de saison, c'était plutôt à l'extérieur qui marchait bien le TFC. Correctement, on va dire. C'était Oui, équilibré. correctement, pour en tout cas une série à l'extérieur, c'était pas mal. Quoi. Ils perdent la montée à l'extérieur. Oui, c'est vrai. C'est Sur vrai. la deuxième En partie de ayant un saison, c'est parcours d'un 10e ou d'un 12e. Ou sur le 0-1 à domicile de Dunkerque la première journée. Et le FC Nantes perd le maintien sur quoi, Albert? Il ne perd pas le maintien. Domicile, à l'extérieur, il y a un peu de tout là. Il ne perd pas le maintien, il mérite de descendre, je le dis, il mérite de perdre contre Toulouse et c'est d'ailleurs ce qu'il faut à ce club, il faut une rupture brutale s'il faut. Voilà, la priorité aujourd'hui, je pense, en tant que supporter et suiveur assidu du club, c'est vraiment une rupture au niveau de la direction, restructurer le club comme un club professionnel, ce qu'il n'est plus aujourd'hui tout simplement. Est-ce que l'exemple de Toulouse n'est pas bon justement? Oui, il est bon et j'ai peur Pour qu'il le- soit même un peu trop Parfait, quoi. Ouais, un peu trop parfait. J'ai peur que ça ne corresponde pas si on devait tomber en Ligue 2. Mais oui, mais incroyable, Toulouse en un an, enfin c'est du tout au tout. C'est vraiment un exemple qui donne envie, quoi. Messieurs, comment vous le sentez? Moi je le sens bien, sincèrement, je pense que le TFC va... voilà. On en Kevin qui a rigole. déjà beaucoup discuté. Moi, je pense que c'est le pire tirage parce que la dynamique à Nantes est quand même bonne. Parce que je sais pas. Je me dis que quand même jouer Brest ou Lorient, ça aurait été plus simple et ça correspondait mieux certainement au jeu du TFC. J'ai peur d'un Colomoni, franchement, parce que la défense toulousaine est quand même pas, est vraiment pas le point C'est pas fort sur de un l'équipe. risque. Vraiment pas. Il est rapide. Et Simon est rapide. Ludovic Blas. C'est très rapide. Ça peut faire vraiment mal, quoi. Nantes est quand même heureux un petit peu d'être barragiste quand on voit que Nantes a été 19e pendant... Ils ont été 19e combien de temps? 2-3 mois, non? Quelque chose comme ça, ou j'exagère? Non, un bon moment. À l'arrivée de Domenech, ils étaient C'est vrai, 16e. c'est vrai. Il les envoie, ils étaient 16e ou 15e, il les envoie en zone rouge. Comboiré est arrivé, le club était 18e, ils sont 18e. Donc ça fait depuis cet hiver en fait qu'ils sont dans la zone de relégation. On va passer au pronostic. Alors attention, match aller-retour, match aller jeudi, match retour dimanche. Messieurs, je veux le cumul des deux matchs. Si vous me donnez 3-3 et que vous me dites Toulouse, allez, par exemple, vous me donnez 3-3, Toulouse grâce au but à l'extérieur. Toulouse 3-3, Toulouse au tir au but, etc. Je veux le cumul 6-5, 5-4, etc. On est d'accord? Ouais. On peut partir là-dessus. Ouais. Je me tourne vers Kevin. Toulouse 3-2. 3-2 pour Toulouse. C'est Toulouse, non, toi, allez, on va mettre Toulouse. Non. Allez, 3-2. Albert. Je pense malgré tout que si les 4 Nantais sont à la hauteur, ça sera la victoire pour la FC Nantes, donc je dis 4-2 pour Nantes. 2-4 pour Nantes. Ok, Mehdi. Je suis exactement sur la même chose et la même réflexion. Nantes est plus fort normalement, donc ça le fera pour eux. Combien? 2-4, pareil. 2-4? Ah ouais? Moi je donne un 5-4, je m'emballe. J'ai envie de voir un beau truc là pendant ces deux matchs. 5-4 pour Toulouse, bien évidemment. Coraline? 4-3 pour Nantes. Oh purée. Romain? Pareil. Vous vous êtes donné le mot les deux là ou c'est comment là? Maxime? 2-1 Toulouse. Oh oui, bon, Maxime il est optimiste, hein, c'est bien, on va avoir des buts. Et Lucas? Ouais, je voulais dire 5-4 comme vous. Du coup, C'est vrai? je vais changer. Ouais, Et je 6-5. vais dire 6-5. Ouais. C'est vrai? Ouais, voilà, Ouais, je vois 6-5. beaucoup de buts. Ouais. Ouais, il y aurait- Franchement, c'est Pour des équipes. Toulouse 6-5? C'est des équipes qui aiment bien marquer et en prendre. Toulouse 6-5? Oui. 6-5. C'est plus un souhait qu'un pronostic, ça. Parfait, on peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour.
une question et 4 minutes pour y répondre. On est un peu en retard. Alors là, c'est l'enfer, Albert-Marie, je vous le dis. C'est maintenant que ça commence. Moi, je préfère Lucas. Ouais. Je vais pas vous donner 4 minutes, mais très très peu. De toute façon, je pense qu'on peut y être pendant 1 heure, vous ne trouverez pas. Voilà. Il y a eu le Grand Prix de Monaco ce week-end. Ouais. Oh là. Et qui a vu la victoire de Max Verstappen hier. Souvent, les questions pourries, c'est la Formule 1 quand même. On a une pensée pour Charles Leclerc, bien évidemment. Je vous propose un retour en arrière, jusqu'en 2004. Oh, ça va, 2004. Qu'est-il arrivé à l'écurie Jaguar lors de ce Grand Prix en 2004 ? Et c'était déjà un 23 mai. C'est tout. Qu'est-il arrivé ? Les 2 voitures sont tombées en panne avant le départ. Non, elles sont pas. Lors du Grand Prix d'avant, là, ils étaient à l'étranger. Et du coup, elles sont pas arrivées à bon port. Et du coup, ils n'ont pas pu participer. Pas du tout. Les 2 mecs de la team se sont rentrés dedans au premier tour et ils ont abandonné. Alors il y a eu, c'est fréquent quand même. Il y a eu quelque chose au premier tour. Fréquent. Ils ont pris le départ. Ils sont partis à l'envers. Alors il y a vous avez mis la marche arrière. Alors le Grand Prix a été remporté sur Renault par Trulli. C'est sa seule victoire en carrière. À Monaco. Trulli, quoi. Il y avait des grands pilotes. C'est pas mal. Hein. Fisichella, tous ces types là. Ah ouais, faut savoir que la boîte de Pandore. Je vais vous donner un indice. C'est la voiture de Clien. Je sais pas comment on le prononce. Clien. Je me souviens même pas. Il faut. C'est sur sa voiture. Est-ce qu'elle n'aurait pas cramé au départ ? Non, mais par contre, il a pas fait un tour. Il a même pas démarré. Si, il a démarré. Il a pas passé le premier virage. Il a eu un accident, mais je vous aide. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet accident ? En fait, il a pris le débris de quelqu'un d'autre. Il a perdu ses 2 roues d'un coup comme ça. Non, il a pris le débris de quelqu'un d'autre. Non. C'est un problème technique ou ça a un rapport avec le Grand Prix de Monaco de cette année ou pas ? Pas du tout. Il avait pris direction, il a foncé tout droit au premier virage. Je vais me faire insulter par Lucas. Non, enfin, oui, il a foncé dans. En fait, le problème, c'est qu'il a foncé dans les murs de pneus dès le premier tour. Non, mais est-ce que c'est un problème de pilotage ou un problème technique ? Il a fait un malaise. Pas de pilotage technique, non, pas vraiment de technique. Il a fait un malaise ? Non. Allez, 10 secondes. C'est pas pilotage, c'est pas vous allez technique. m'insulter. Il est allé tout droit. Ah, mais il a fait une tentative de suicide, il a accéléré. Il a fait exprès. On lui souhaite pas. Non. Parce que il a vu quelqu'un qu'il aimait pas. Non, et c'est terminé. J'ai gagné. Mais ça... Non, pas du tout. Attention, il y a des mots anglais dans ce que je veux dire, donc je m'excuse. Là, on va rigoler là. Au sein des anglophones. Allez. Il a pas tout compris à sa réponse. Dans une opération marketing autour de la sortie du film Ocean 12. Ocean 12. Oh là 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 là. Où le casting hollywoodien. Les oreilles qui saignent. Attendez, où le casting hollywoodien tente de dérober un précieux butin. Oui. La marque Stenmess s'associe avec Jaguar Racing, qui est aujourd'hui Red Bull. Pour l'occasion, un diamant rose de 60 carats est incrusté sur le nez de la voiture, de la monoplace, valeur 300 000 €. Problème, Clean, l'un des 2 pilotes de l'écurie Jaguar, percute le mur des pneus dès le premier tour et le diamant a disparu. 15 ans après, ce diamant reste toujours introuvable. Superbe. Il fait sûrement la belle vie soit d'un commissaire de piste qui est aux Bahamas depuis, soit il a complètement explosé à l'impact. C'est incroyable parce que je me souviens pas du tout de cette histoire. Quoi. Quelle idée de mettre un diamant sur c'est n'importe quoi. Attends, le diamant a été installé juste pour ce Grand Prix là. Oui, juste pour ça, juste pour le Ocean 12. pour le film, pour la sortie du film. Ils ont mis, et sur les deux voitures, où ils sur les deux voitures. De piquer un œuf de Fabergé ou un truc comme ça là. Non, ça c'est intouchable, ça. C'est Omar Sy qui. Non, mais Ocean aussi. C'est vrai. Oui. Et par contre, c'est sur les deux voitures. Il y a eu 600 000 € de diamants sur les voitures. Alors il y a 300 000 € qu'on a retrouvés. C'est un braquage télévisé. Ouais. Voilà. C'est fou. Imaginez, c'est le commissaire au compte qui trouve le truc. Ah bah il est peinard. Avec les caméras, on l'aurait vu. Commissaire au compte, commissaire au cours. Non mais ouais, peut-être un pauvre gars qui est là pour nettoyer la piste. Mais il aurait trouvé, non? Ah ben un gars qui a nettoyé la piste, imaginons, il peut le trouver. Tu l'aurais dit toi si tu le retrouves? Ah non. Je veux pas le rendre, je me barre, on me revoit plus. Bon, on discute tout à l'heure pour le partage de la somme, Maxime. Et nous, quoi. On se retrouve dans moins de 3 minutes, à tout de suite. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est au Colomiers Rugby depuis 2006, d'abord comme joueur jusqu'en 2015. Fabien Bernot est entraîneur depuis 2019 et fait les beaux jours du Colomiers Rugby. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, 2 jours seulement après la fin de saison, malheureuse ou pas, on va en discuter avec lui. Fabien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Comme je viens de le dire, samedi, Colomiers s'est incliné en barrage de Pro D2 à Oyonnax. Est-ce qu'il y a de la fierté sur la belle saison du Colomiers Rugby? Oui, bien sûr, il y a une fierté qui est énorme quand même, parce que ça reflète un petit peu aussi l'investissement des joueurs et de tout le club pour essayer de porter ce club à ce qu'il est maintenant. Avec le recul du week-end, il y a des regrets sur le match où Oyonnax était au-dessus. Comment? Parce qu'à la mi-temps, Colomiers est devant.
Oui, bien sûr, il y a toujours des regrets. Pourquoi ? Parce qu'on reste quand même des compétiteurs et on s'était fixé comme objectif de relever un petit peu ce défi, carrément créer un exploit là-bas au Yona. On se rend compte qu'on est pas mal, on est dans les clous jusqu'à la mi-temps et après l'indiscipline et bien d'autres facteurs nous ont fait aussi sortir de notre objectif. Question d'un chroniqueur, Lucas Serdic. Ouais, c'est quoi qui a manqué ? C'est un peu de fraîcheur physique, de lucidité, notamment sur cette pénalité jouée à la main et rendue bêtement. Est-ce que vous dites pas à ce moment-là on aurait dû prendre les 3 points ? Qu'est-ce qui vous a manqué sur cette action pour on peut se dire beaucoup de choses maintenant, avec du recul on peut se dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, on revient sur plein de choses, sur la blessure de notre ouvreur, sur le 2 contre 1 de Joshua Vici qui... il y a plein de choses. Il y a la pénalité jouée à la main, bien sûr, mais bon, on peut pas accuser quiconque. Les joueurs sont bourrés d'engouement, ils débordent d'engouement. C'est un petit peu pour ça aussi que des fois, il y a cette petite perte de lucidité qui font la petite erreur qui est au mauvais moment. Et malgré tout, on arrive quand même à essayer de recoller au score et on peut essayer de marquer un essai à la fin et repasser devant. Mais bon, c'est un tout, c'est beaucoup de choses qui font que qu'on a manqué de lucidité pour essayer de tenir l'écart au score à la mi-temps, puisque à la mi-temps on est plutôt pas mal au score. Et donc voilà quoi, c'est plein de facteurs qu'il faut maîtriser. C'est beaucoup de détails parce que plus la saison approche, plus la saison se déroule, plus on arrive vers la fin, plus les phases finales, plus les détails font la différence. Donc voilà, c'est ce qui nous a manqué aussi, beaucoup de concentration sur les détails. Mais bon, on peut largement excuser les joueurs parce que ils débordent d'engouement et c'est ce qui amène ces défauts-là. Et ils finissent 5e de la phase régulière cette saison. La saison du club, elle est réussie, vous êtes d'accord avec cet avis ? Oui, elle est réussie dans le sens où on arrive pour la 2e fois de l'histoire du club à la qualifier sur les phases qualificatives. C'est la deuxième fois. L'année dernière, on finit premier de poule, ce qui est déjà une très très bonne chose. Mais bon, la saison est inachevée. Cette année, on est attendu un petit peu à l'opposé de ce qu'on était attendu la saison passée, puisque la saison encore d'avant, on sauve le club qui était qui finit 13e ou 14e même. Et après, l'année dernière, on est un petit peu outsider. Cette année, on est attendu comme vraiment un leader. Et malgré tout, on arrive quand même à se qualifier. Ça veut dire que les équipes ne vous voient pas de la même façon. Et on arrive quand même à relever le défi et se qualifier pour les phases finales. Et vous, l'entraîneur, vous êtes content parce que, comme vous venez de le dire, vu que vous êtes attendu, il y a quand même une grosse progression dans le jeu des joueurs et du club même en général. J'ai envie de dire ça, c'est satisfaisant pour vous aussi. Bien sûr, il y a une progression dans tout, dans le développement psychologique des joueurs, dans leur approche, dans leur maturité, dans notre rugby, dans le rugby qu'on propose. C'est sûr qu'on n'a pas produit toujours de belles envolées. Ballon à l'aile, la vie est belle, c'est pas du tout ça que je dis. Mais par contre, malgré des matchs qui ont été pas très, pas très beau des fois, on a réussi à revenir avec des victoires de l'extérieur chez des gros leaders. Je pense à Oyonnax, je pense à Nevers, toutes ces équipes Aix-en-Provence qui étaient prétendants à jouer les phases finales au début de saison. Donc je pense que le club se développe, les joueurs se développent aussi, grandissent, maturent à nos côtés. On fait en sorte de les garder compétitifs, un groupe vraiment homogène. La concurrence y joue beaucoup, puisqu'on essaie vraiment d'avoir une concurrence qui soit très très saine dans le groupe et que les joueurs se tirent tous vers le haut. Donc je pense que c'est ça qui a fait aussi la différence cette saison. Question d'un autre chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonsoir Fabien. Vous avez parlé de développement. Je voulais passer un mot sur la jeunesse, sur les espoirs de Colomiers qui déjà ont été promus en poule élite cette année. Ils ont réussi à se maintenir, ils ont fini 4e, c'est un super résultat. Et en plus, on voit de plus en plus de jeunes monter et s'installer durablement dans cette équipe première. On voit aussi, je pense à Yoram Moefana qui est parti à l'UBB, qui a été formé à Colomiers. Je vois aussi Vern Taillefer que vous allez perdre malheureusement, qui part à Bordeaux si je dis pas de bêtises aussi. Il y a vraiment une formation qui tourne à plein régime et vous arrivez à vraiment tirer le potentiel de tous ces jeunes, non ? Oui, c'est un petit peu c'est vraiment le cœur du moteur de Colomiers Rugby. C'est vraiment s'appuyer vraiment sur la formation. Pourquoi aller chercher ailleurs si on a ce qu'il faut à la maison ? C'est complètement et surtout des jeunes. C'est ce qui fait tourner aussi l'économie d'un club. Les jeunes, la formation, les amener au plus haut niveau. On a la chance aussi, je crois que c'est un point fort aussi qu'on a aussi à Colomiers Rugby, c'est que
Autant moi que mon collègue manager Julien Sarrotte, on a dirigé les centres de formation. Ah oui. Lui de Auch, moi de Colomiers pendant 4 ans, lui un peu plus à Auch. Donc on a cette vision-là et on a aussi ce côté où on sait quand est-ce qu'on peut lancer un gamin dans le grand bain. On sait qu'est-ce qui manque à un gamin pour venir côtoyer le monde pro. On connaît tous ces facteurs-là qui puissent l'amener vraiment à venir à aboutir à leur rêve, parce qu'ils ont tous ce rêve-là. Donc c'est cette force-là qu'on a à Colomiers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent de la formation, qui rebondissent en top 14. Je repense à l'année dernière Gaëtan Barlow, qui nous a quitté pour Castres. Cette année, Bastien Vergne, Well Pompon, notre troisième qui est parti en stage avec l'équipe de France, à Marcoussis, la grande équipe de France. Thomas Lareguin qui rejoint le CO aussi cette année. Donc tout ça, c'est des joueurs qui sont passés par le centre de formation à Colomiers. Et c'est des joueurs sur lesquels on fait confiance dans le secteur pro pour petit à petit les amener à maturité et ce qu'ils arrivent à jouer au plus haut niveau. Alors bien sûr, bien évidemment, ils vont pas tous y arriver. Oui. Mais bon, voilà, c'est à nous, c'est au club, c'est à notre directeur des centres de formation, c'est au centre de formation, c'est à nous, staff pro, de les accompagner là-dedans, de leur faire prendre confiance en eux pour que ils arrivent à atteindre leur objectif. Ouais. Vous parliez de tous ces clubs qui vous entourent, le CO, mais il y a aussi le Stade Toulousain, l'UBB, il y a Agen qui n'est pas très loin, qui aident vos jeunes à se développer, mais est-ce que c'est pas aussi ce qui vous empêche de vous grandir un peu plus, de les voir partir comme ça est-ce que vous ambitionnez de pouvoir les garder un jour pour aller plus haut? Ça c'est le problème d'être beaucoup de clubs de haut niveau dans un même secteur. Hein. Oui. C'est le problème là. Mais bon, il faut pas. Voilà, nous on a vraiment une politique où si un gamin, si un joueur est contacté par du haut niveau, par du top 14, jamais de la vie on l'empêchera de le rejoindre. Donc voilà, je crois que de mémoire, chaque année, beaucoup de joueurs nous quittent pour partir vers du top 14 et jamais la vision et la politique du club va mettre des bâtons dans les roues là-dedans. Non, au contraire, on les pousse à rejoindre. C'est vraiment le rêve de tout le monde. Si un gamin a l'opportunité d'y aller, pourquoi l'empêcher? Donc voilà, nous après le seul but, c'est sûr que ça nous ferait du bien aussi de conserver ces joueurs parce qu'ils nous apportent beaucoup dans le groupe. Mais bon voilà, écoutez, on s'appuie sur d'autres jeunes qui sont à des postes derrière. Voilà, il y a tout un cycle qui est fait derrière avec des projections sur plusieurs années sur certains gamins qui sont faites pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils arrivent au bon moment, à maturité, pour venir rejoindre les pros. Et puis on peut s'appuyer aussi sur des joueurs à relancer peut-être, recruter malin. Bien sûr, il y a de tout. On ne peut pas avoir des joueurs issus du club, même au sein du club, à tous les postes chaque année. Donc on a besoin aussi d'aller voir, de s'appuyer sur des joueurs sur l'extérieur qui puissent venir finir de s'épanouir à nos côtés pour après signer en pro et voilà, et continuer à se développer au sein de notre centre de formation qui est plus que méritant et qui a un classement qui reflète vraiment son niveau. Et c'est ce qui permet à Colomiers d'être en constante progression. 13e en 2019, vous l'avez dit, leader l'année dernière avant l'arrêt du championnat et le Covid, 5e cette saison, top 14 l'année prochaine, non? Facile? Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, très honnêtement, je veux dire, en toute sincérité, autant avec mon collègue Julien Sarrotte et moi, on reste quand même des entraîneurs avec beaucoup d'humilité, on sait très bien que les saisons ne se suivent et ne se ressemblent pas. Ça, c'est évident. Et quelle est la place quelle est la place de Colomiers alors en Pro D2? Haut de tableau, milieu de tableau? Pas le bas de tableau, ça c'est quasiment sûr. Ouais, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire, mais la place, on peut pas la prédire. Hein. Ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que petit à petit, on essayait vraiment de stabiliser le club en Pro D2. Le club a connu beaucoup de descentes aussi en Fédéral 1 ces 10 dernières années, c'est même 15 dernières années. Et chaque fois, il est remonté. Mais c'est vrai que par rapport à... Ça demande beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements dans un club, au niveau des budgets, au niveau des emplois, Et c'est vraiment pas ça. Nous, on s'efforce vraiment de stabiliser le club. Là, je crois que sur les 2 dernières années, petit à petit, le club change de statut. Il est plus passé de club milieu de tableau ou qui bataille le bas du tableau. Voilà, on essaie vraiment de l'amener à venir côtoyer les phases finales et le haut du tableau du moins. Donc voilà, et vraiment avoir un investissement, un résultat, on va dire, un bilan à l'image de l'investissement de toutes les personnes qui œuvrent dans ce club, que ce soit les salariés, que ce soit les staffs, les présidents, le bureau, le conseil d'administration, toutes les personnes qui militent
tous les jours pour que le club ait une super image et que les joueurs sont dans le meilleur de confort. Lucas Serdic. J'entends votre discours là et je vois beaucoup d'intelligence et surtout ça me rappelle un parcours d'un club qu'on aime bien et qu'on a vu en finale de championnat d'Europe là, cette année, le Stade Rochelais qui s'est construit vraiment petit bout par petit bout en prenant bien son temps. Est-ce que c'est un modèle que vous suivez et surtout est-ce que concrètement vous dites c'est possible ou non, on n'est quand même pas sur ce genre d'objectif? Bien sûr que c'est possible, tout est possible. C'est vrai que c'est un club qui, moi je l'ai connu en tant que quand j'étais joueur, on y allait jouer là-bas à La Rochelle. Puis après c'est un club qui a explosé sportivement, qui après a eu un suivi financier, a eu tout qui s'est adapté à côté pour mettre les joueurs dans les meilleurs de confort et rester dans le haut niveau. Donc voilà, je crois que Colomiers Rugby est sur la bonne voie. Petit à petit, on s'efforce de faire développer ce club, que ce soit sur les infrastructures, sur le matériel, sur les budgets, sur tout ce qui va avec. Toutes les personnes concernées dans tout ce qui gère le budget s'en occupent très très bien, nous les joueurs et le staff dans le meilleur des conforts. C'est un club modèle aussi à La Rochelle, comme vous avez dit. Et voilà, on peut aussi s'appuyer sur des parcours comme ces clubs-là pour développer le nôtre. Et puis Colomiers a déjà fait finale de Coupe d'Europe en plus, en 99. Et oui, il y a une finale de championnat de France en 2000. Bien sûr, 2000, ouais. 2000, tout à fait, ouais. Tout à fait, et en plus au-delà de ça, c'est vrai que c'est un club qui garde de très très bons contacts, qui est très familier, qui garde beaucoup de contacts avec les anciens joueurs. On a la chance à tous les matchs, maintenant non, puisqu'il y a eu le Covid, mais l'année dernière, d'avoir tous les anciens joueurs qui reviennent à tous les matchs. Je pense à Patrick Tabaco, Jean-Luc Sadourny, Fabien Galtier qui est revenu, David Scrella, Fabrice Coudina, tous ces joueurs qui ont joué à Colomiers et qui sont aussi très très proches du club. Parce que c'est une grosse histoire quand même, Colomiers. Donc Jean-Philippe Carré qui a aussi été manager, entraîneur de l'équipe première. Donc voilà, c'est une grande histoire et l'histoire, il faut quand même la conserver, se souvenir des personnes qui ont œuvré pour maintenir ce club à ce niveau. Pour terminer, Fabien, j'imagine que vous travaillez déjà sur la saison prochaine. Quelles sont les projections du club pour l'année 2021-2022 ? Alors déjà, ou est-ce que c'est trop tôt digérer ce match? Oui. Non, je rigole. On a déjà pensé à la saison prochaine. On a déjà dans le bus, on a déjà travaillé avec Julien sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut perfectionner, quels a été les points noirs cette saison qui nous ont amené à ne pas être dans les meilleurs des fois de pas arriver à s'entraîner dans le meilleur des conforts. On y a déjà réfléchi. Il y a beaucoup de choses. Je crois que le recrutement a été fait plutôt de qualité, puisque notre personne qui s'occupe du recrutement a fait un travail énorme et a œuvré pour que de très bons joueurs nous rejoignent, puisque d'autres nous quittent, beaucoup nous quittent aussi et qui partent aussi à un niveau ou ailleurs, et des fins de carrière aussi. Je pense à Aurélien Béco, capitaine emblématique qui est en arrêt de carrière. Donc voilà, il faut rebondir très vite parce que les intersaisons passent très vite. Juin, c'est 4 semaines de vacances. Juillet, ça y est, le championnat est reparti, du moins les entraînements. Donc voilà, ça va être très très vite et il faut vite rebondir, anticiper tout ça. Et voilà, on s'efforce vraiment de rebondir là-dessus et pour pouvoir vraiment repartir de bon pied. Et si vous avez besoin d'un bon pilier, je suis là, mais par contre je sais pas jouer au rugby, il va falloir tout m'apprendre jusqu'aux bases. Mais D'accord. Si vous attention, parce qu'en première ligne à Colomiers, la concurrence est rude. Et puis en plus, même pas peur. Recruter un bon médecin aussi, parce que on en a deux très très bons, donc ça va. Bon courage pour la suite, merci beaucoup Fabien. Merci beaucoup, avec grand plaisir. On peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Je me suis placé au Colomiers Rugby. Ouais, aurais-je dû dire qu'il devait prévoir aussi de doubler le budget bouffe? Oh là, il devrait, vous inquiétez pas. J'ai hésité. Bon, hier c'est terminé. Un préparateur mental aussi aux autres joueurs pour les habituer à avoir sur Sureda à côté. Parce que c'est quand même. Il faut supporter. Un abonnement à Salto aussi pour Joséphine Ange Gardien. Hier s'est terminée la saison 2020-2021 de Ligue 1, saison qui a vu le sacre du LOSC, le 4e de son histoire et qui a vu malheureusement les relégations de Dijon et de Nîmes. Sportez-vous bien, vous propose un bilan cette saison. On n'a pas beaucoup de temps, messieurs, on va accélérer. Allez vite. Je me tourne vers vous Lucas tout de suite parce que c'est quelque chose d'assez général, tout le monde a pris un club quasiment. Même je vais faire le lien entre Lucas et Maxime, c'est que Lucas, son plus de la saison,
c'est la qualité du spectacle en gros de la Ligue 1 cette saison. Et vous Maxime, c'est le suspense sur la fin de saison. Ça regroupe un peu tout. Je donne la parole à qui? À Lucas. Lucas, vas-y. Oui, non, moi je vais me baser. On a vu une bonne saison de Ligue 1. Je vais me baser sur une statistique, c'est-à-dire que c'était l'impression que j'avais et je voulais le vérifier. Effectivement, ça se lie au moins au nombre de buts marqués. On a une moyenne de buts marqués de 2,76 buts par match, c'est la plus forte. Alors moi je suis remonté que jusqu'au retour du championnat 20 clubs, c'est-à-dire saison 2001-2002. Donc ça fait 20 ans, pile poil, tout rond. Et en 20 ans, on n'a jamais eu une moyenne comme celle-ci. La deuxième meilleure moyenne, c'était il y a 3 ans. Et de manière générale, je constate qu'il y a eu une vraie progression. Alors qu'on était à 2,13, 2,20 il y a 20 ans, 2,40, 2,50 et là 2,76, ce qui se rapproche des meilleurs standards européens. Et même de toute façon, c'est l'impression générale que j'avais. Alors peut-être que le Covid joue aussi un petit peu là-dedans. On a remarqué souvent que les matchs à l'extérieur, à domicile, ça voulait plus dire grand-chose. Bah ouais, il y a plus de public, donc il y a peut-être plus cette pression de perdre à domicile, ou en tout cas moins, donc un peu moins d'envie de cadenasser, je ne sais pas. Mais quand je regarde le classement et que je vois une équipe comme Brest qui est 17e, je me dis Brest est 17e et Brest a joué. Je vois Montpellier, je vois Rennes, je vois des équipes qui sont dans le top 10 et qui sont dans le top 10 pour de bonnes raisons. Et Metz, voilà, par exemple, parce qu'elles ont joué. Je vois les 4 premières. Il y a des déceptions pour Lyon, je l'entends, pour Paris, mais Paris a fait que 3 matchs nuls dans l'année parce que Paris a tout le temps essayé de gagner. Monaco était dans les choux un moment, ils sont revenus et ils sont pas revenus n'importe comment. Début 2021, c'était monstrueux. Ouais. Voilà, donc on a vu beaucoup de buts, beaucoup de jeux, beaucoup de prises de risques, et c'est vraiment appréciable. Sur la saison, je parle uniquement de la saison de football, de Ligue 1. Par rapport aux concurrents européens, vous situez la Ligue 1 où en dessous de la Bundesliga, franchement, de la Serie A, c'est difficile. J'ai pas suivi assez les autres championnats pour le dire, mais par exemple, je me suis pas autant régalé en Première Ligue. Mais nulle part. Le niveau du foot a baissé cette saison à cause du Covid. C'était moins bien. Voilà. La Première on Ligue reviendra à normal l'année prochaine et là on pourra statuer. C'était franchement ennuyeux, quoi. Mais globalement, oui, globalement. Le foot en 2020-2021, c'était pas bien. Dans ce contexte-là, je trouve que la Ligue 1 s'en sort bien, pas trop mal sortie. C'est vrai. Par rapport à d'autres, et notamment la Première Ligue que je regarde quand même assez souvent, je me suis quand même vraiment ennuyé des fois. Alors c'est sûr que la Première Ligue sans public, c'est plus du tout pareil. On est bien d'accord, mais on a vu des 0-0 foireux. Enfin, on a vu des trucs qui Kevin, pas l'habitude de voir. On avait parlé, Lucas vient de parler par exemple de Monaco qui a claqué beaucoup de buts, qui a fait un début de saison 2021 absolument fantastique. Début d'année, pardon. Vous, c'est votre plus de la saison. C'est vrai que Monaco, après une saison cataclysmique l'année dernière, je parle en mode AS Monaco, hein, attention. Là, ils se sont réveillés, ils sont venus personne ne les attendait vraiment. 3e du championnat et à jouer le titre jusqu'à la dernière journée officiellement, mais bon. C'est exactement ça. Pour moi, c'est coup de cœur aussi sur la première année de Niko Kovac qui a mis du temps à s'adapter, qui a essayé de mettre en place quelque chose. Ça n'a pas marché, mauvais début de saison. Et au final, début 2021, il a mis en place un système hybride qui a très bien marché. Ils ont perdu que 2 matchs en 2021. Donc voilà, après, moi j'ai bien aimé la paire Tchouaméni-Fofana qui a vraiment été un pilier dans ce milieu monégasque. Et puis le duo devant Ben Yedder Voland qui a surperformé. Donc voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur parce que tout simplement je les voyais pas 3e et qu'ils l'ont fait avec une année 2021 magnifique. Vous partagez ça, Albert? Monaco, ça a été vraiment la surprise de la saison. Tout à fait, et je voulais ajouter à ce qu'a dit Kevin, la coiffure de Niko Kovac dans les plus de Monaco. Il est vachement bien peigné, ouais. Ça bouge pas. Bien peigné, encore une fois. Chaque fois que tu dis peigné, moi ça me fait quelque chose. Il est bien peigné. J'ajouterais que Niko Kovac, il est venu à Monaco avec une réputation largement sous-estimée parce que il s'est fait lourder du Bayern, alors que le Bayern était champion, était premier. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est pas fait lourder faute de résultats. Je suis champion et premier avec le Bayern. Non mais il s'est fait lourder faute de jeu, soi-disant. Enfin voilà. Mais tout ça pour dire que là il est en train de prouver que ça peut être effectivement un grand entraîneur dans les années à venir. Il faudra le surveiller. Il y a que des plus. Je vais donner un moins là. Je vais me tourner vers vous, Mehdi. Si Monaco est 3e, si Lille est champion de France, si Paris est 2e, c'est qu'il y a une équipe qui n'a pas performé. Et ça, c'est la grosse déception de la saison, j'ai envie de dire, tant sur l'effectif, tant sur le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe cette année. C'est l'Olympique Lyonnais qui termine 4e. Ouais, c'est la 2e saison de suite qui était un gros échec, la 2e saison de Garcia. Donc
Voilà, c'est de grosses déceptions pour l'Olympique Lyonnais. C'est quand même le deuxième budget français. C'est un club où une année sans Coupe d'Europe, on l'a vu. Normalement, en fait, c'est Lyon qui aurait dû être champion de France cette saison. Si on avait, s'ils avaient fait une saison ne serait-ce que correcte et pas nullissime, Lyon aurait dû être champion de France. Ils auraient dû profiter de cette situation-là. J'espère pour ce club-là qu'il y aura une grosse remise en question. De toute façon, ils vont être obligés avec les départs du seul joueur qui les tenait un peu à bout de bras, Memphis Depay. Ils étaient dépendants de lui et voilà. Nantes. Oui, sûrement. Il va aller jouer au FC Nantes. Non, mais voilà, une énorme déception et je pense que ça va beaucoup peser à Lyon et il va falloir... je sais pas, il va falloir une mini, on va dire pas une grosse révolution, mais une mini révolution parce que sinon je pense qu'il va y avoir une grosse spirale négative et ça va faire très 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 vilain parce que encore une fois je le répète, normalement ça doit être le deuxième club français tous les ans. La plus grosse déception c'est Paris ou Lyon ? Lucas ? Oh non, je suis pas déçu par Paris parce qu'ils ont eu un début de saison tellement compliqué avec cette Ligue des Champions qui se jouait au mois d'août. Enfin, ils n'ont pas eu de préparation. Voilà. Puis ils ont fait un parcours honorable en Ligue des Champions. Mais effectivement, Lyon, c'est beaucoup plus décevant. Deuxième saison de suite qui sont pas en Ligue des Champions, c'est très grave. Heureusement qu'économiquement, ça tient derrière. L'échec Rudy Garcia, effectivement, qui après avoir empêché l'OM d'être en Coupe d'Europe 3 années de suite, fait pareil à Lyon. Et le pire, c'est hier soir. Monaco, dans une mauvaise dynamique, n'arrive pas à gagner. À Lens, c'est-à-dire que aucune maîtrise. Et ils arrivent à perdre à domicile face à Nice qui n'a absolument rien à jouer quoi. Je trouve qu'ils ont très mal géré leur intersaison. Autant l'année dernière, je trouvais qu'ils avaient un effectif un peu surbondé. Et là, ils ont laissé partir à tour de bras des joueurs qui en plus ne méritaient pas forcément de partir. Moi, je comprends toujours. C'est déséquilibré parce qu'il y avait beaucoup de monde au milieu, personne devant. Beaucoup de monde à droite. Il n'y a plus de latéraux maintenant. Enfin, c'est n'importe quoi. Et je comprends pas toujours pas pourquoi on n'a pas laissé Dembélé dans le coin. Moi, ça, j'avoue que je piche pas. Mais bon. Lyon décevant. C'est pour Kadewere. Vivement l'année prochaine. On est obligé de parler du FC Nantes. Vous, c'est forcément Albert votre moins de la saison. C'est le FC Nantes. C'est pareil. J'allais dire vu de l'extérieur, je suis pas à Nantes. Ça reste une surprise. Est-ce que vous, c'est vraiment une réelle surprise de voir Nantes 18e ? Ouais, ça reste une surprise, d'autant plus qu'au début de la saison, comme je l'ai souvent répété cette saison, on a l'effectif le plus qualitatif en qualité technique depuis la remontée en 2013. Donc je m'y attendais vraiment pas, mais au final c'est la conséquence logique d'une gestion qui a été calamiteuse. Quand Gourcuff part, le FC Nantes est 12e, 13e. On enchaîne un intérimaire, Patrick Collot, Raymond Domenech qui ressort de sa tombe, Antoine Comboiré. Ça a été une gestion calamiteuse. Au final, la relégation qui sera peut-être officielle à la fin de semaine prochaine, ça serait une conséquence logique de ce qu'on a vu cette saison et qui a été pitoyable. Ça a été le bouquet final d'un mandat qui a vraiment érigé l'incompétence en fil rouge. Il va vendre si Nantes est relégué ? Personne ne le sait, je sais même pas si Valdemar Kita lui-même le sait. Inutile de vous demander si vous voulez qu'il vende, mais est-ce qu'il va vendre ? Personne ne le sait, comme je vous le dis, et néanmoins j'estime qu'une descente en Ligue 2 le pousserait à partir, parce qu'on sait déjà qu'en cas de descente, le principal sponsor du club, Synergie, se retirera. Ah ouais, carrément ? Ouais, ils l'ont annoncé, ils resteront 600 en Ligue 1, ils se barrent en Ligue 2. Voilà, donc beaucoup de pertes financières avec les droits TV, beaucoup de pertes financières avec les transferts de joueurs, puisque la valeur de l'effectif va descendre. Donc, moi, je pense qu'il fera tout pour vendre si le club venait à descendre. Mais la chirurgie, ça lui fait gagner beaucoup de sous. Il peut réinjecter dans le club. Malheureusement. Ça va être un été sympa du côté du FC Nantes, si relégation il y a, et je le souhaite pas. Ce qui est bizarre, c'est que je souhaite pas la relégation, mais je souhaite pas ce que Toulouse ne monte pas. Donc, va falloir trouver un bon match nul. Voilà. On n'a pas parlé. Mais ils veulent descendre, donc on leur souhaite. On n'a pas parlé du plus de Mehdi, c'était sur le Racing Club de Lens. Le bonbon. On n'a pas parlé du moins de Kevin, c'était sur l'OGC Nice justement, et on n'a pas parlé du moins de Lucas Serdic, c'était sur Mediapro. On l'a déjà fait. Et on l'a déjà fait suffisamment. Merci beaucoup Albert d'avoir été avec nous pour cette émission one shot. Ce fut un plaisir. Plaisir. Je serais ravi de revenir à l'occasion. Allez Nantes et surtout allez Sochaux bien évidemment. Allez le TFC. Je vous ai battu au ping-pong, je vais aller à Toulouse. Allez Toulouse et nous on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien. Passez une bonne semaine à lundi.